Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruteur et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Tyler qui le sponsorise. Tim Tyler, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Tyler de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Votre attention s'il vous plaît. Cet épisode est un épisode spécial. Il fait suite à la partie 1 de l'épisode sur la marque employeur diffusée la semaine dernière. Dans l'épisode de la semaine dernière, on parlait de la phase préparatoire de la marque employeur et on parle aujourd'hui dans la partie 2 de comment la promouvoir, comment la diffuser une fois qu'elle a été créée en interne. On parlera aussi de communauté d'ambassadorat et sur la fin, on parlera également de gamification. Alors, bonne écoute! En fait, ce que tu me disais, toi, quand on a préparé l'épisode, c'est que la deuxième chose qui est importante, évidemment, après avoir préparé en interne, c'est de diffuser à l'externe sa marque employeur. Alors pour ça, je ne vais pas te demander pourquoi, parce que évidemment, c'est la base, mais qu'est-ce qui est important quand tu vas aller communiquer ta marque employeur? Qu'est-ce qui compte? Ok. Ce qui compte quand tu vas aller communiquer ta marque employeur, c'est de t'intéresser déjà à ta cible, que normalement tu as identifié par du travail marketing en interne, Oui. de savoir quel message tu vas leur proposer. Mais du coup, tous ces messages et tous ces canaux vont être prédéterminés aussi par le travail que tu as déjà fait en interne. Il y a un point de transition entre les deux qui est celui de la réputation, finalement, de ton entreprise d'un point de vue employeur. Ok. C'est quoi ton image auprès de ces personnes-là qui peuvent déjà éventuellement te connaître? Pour ça, il faut surveiller son image et je trouve que c'est un point important. Alors, pour les grosses boîtes, c'est des choses, ou pour même certaines startups, c'est déjà des choses qui sont régulièrement déjà plutôt bien mises en place et qui fonctionnent. Et dès que tu t'éloignes un petit peu, finalement, dès que tu vas voir dans le secteur du BTP, dans le secteur de l'industrie, dans des grosses PME, là par contre, il y a une forme de néant. Ouais. C'est Personne surveille. Ouais. surveiller ma réputation employeur. Qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est? Comment je fais? Donc ça peut passer par des choses assez simples. Hein. Typiquement, tu mets en place une veille régulière sur Google, des petites Google Alerts, avec une succession de mots-clés, avec des belles formules booléennes bien travaillées. Comme ça, quand il y a un article qui parle de toi à vocation marque employeur, à vocation recrutement, tu es alerté, tu peux être le relais, tu peux surveiller tout ça. Ok, tu vas faire la même travail de veille sur les différents réseaux sociaux. Et ça, hyper important, même les réseaux sociaux sur lesquels l'entreprise n'est pas, Bien parce sûr. que ta réputation, elle te dépasse. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas et c'est quelque chose qu'on subit, la réputation, puisque par définition, c'est ce que pensent ou disent les autres de toi, que tu sois là ou pas. Globalement, c'est ça. Donc typiquement, si tu n'es pas sur Instagram, va quand même taper le nom de ta boîte dans Instagram régulièrement pour voir un petit peu ce qui s'y dit. Pourquoi pas? Ok, donc tu as cette partie veille, et ensuite, j'ai une petite anecdote là-dessus, tu vois, typiquement, c'était sur Twitter. À la fin de ma première expérience pro, j'ai réalisé, plusieurs mois après la fin de mon contrat, que tu avais 2 personnes dans une agence qui se moquaient très, très librement de leur manager sur Twitter. Sympa. Donc en public, quoi, parce que Twitter, c'est le principe. Totalement public. Totalement public, avec le nom du manager. Ils se moquaient aussi du nom de certains clients, tu vois. Et il y avait le nom de l'agence, il y avait tout. Enfin, je veux dire, et tu suivais l'historique. Et en fin de compte, je sais pas si ça pourrait, mais tu devais pas être très 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 loin du cas de harcèlement, tu vois. Enfin voilà. Ouais. C'était et je me dis, mais ok, on n'allait pas sur Twitter, ça faisait pas partie de la ligne éditoriale, de la stratégie média. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a personne qui tapait juste le nom de la boîte dans Twitter une fois par mois? Enfin, ça aurait pu permettre de réagir. Enfin voilà. Bref, petite anecdote, mais c'est un point assez important là-dessus. Ok, donc numéro 1, tu veux ta réputation, donc la veille, comme tu dis, qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour t'assurer qu'on dit du bien ou du mal de toi? Et sur la partie réputation aussi, je ne sais pas si tu as suivi l'affaire Claire d'Espagne. Ouais, évidemment. 10 plus for care. Mais je comprends pas, faut payer des stagiaires, vraiment, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà, sur un podcast d'entrepreneur qui a donné sa vision un peu particulière de comment ça devrait fonctionner des stagiaires et quel est leur engagement lié au travail. Donc ça a généré un sacré bad buzz sur Internet et indirectement ça te détruit une marque employeur
totalement Et commercial en fait, et commercial. Encore pur quoi. Et ben, c'est là que tu fais vraiment le lien entre les deux. Enfin, il y a eu plusieurs milliers d'avis sur la page Google de l'entreprise. Google a été obligé de fermer et d'effacer a posteriori les avis en question, tellement le bad buzz a été virulent. Enfin, c'était un beau cas pratique. Je l'avais donné à mes étudiants RH. Justement plutôt sympa. En partiel. Bah, t'as aussi, tu sais, tout ce qui est les comptes Instagram, balance ta startup, balance ton agency, où c'est pareil, ça vient du coup à cause d'expériences collaborateurs, collaboratrices qui se passent mal, ils sont complètement défoncés partout sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était Louis Etude de mémoire qui était passé un moment et qui avait eu un impact énorme et qui ont dû fermer une boutique temporairement tellement justement ça les avait impactés quoi. Ouais, c'est là qu'on se rend compte vraiment de l'impact que ça peut avoir. Tout à fait. Ok, donc numéro 1, tu regardes là-dessus. Numéro 2, qu'est-ce que tu peux faire pour... tu as toutes les plateformes d'évaluation d'entreprise. Hein. On connaît Glassdoor, on connaît Indeed. Indeed, pour moi, c'est la plus importante et c'est la première à actionner pour les petites boîtes qui sont centrées sur le sujet. C'est surtout, on poste ces annonces sur Indeed. Je crois que tu as à peu près 6 millions de visiteurs uniques par mois sur la plateforme. Enfin, c'est le deuxième site visité après Pôle emploi en termes de job board. Les gens vont voir les annonces sur Indeed. C'est un fait. Quand ils voient une annonce qui peut les intéresser, ils regardent quelle est l'entreprise qui propose cette offre. Et ils cliquent sur le nom de l'entreprise. Et quand ils arrivent sur le nom de l'entreprise, deux options. Soit ils voient le logo de la boîte, une petite présentation, c'est chouette. Il y a peut-être quelques avis, on va jeter un coup d'œil. Ouais. Autre option, on arrive, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de présentation, il y a des avis, c'est pas maîtrisé. Et on se demande déjà si c'est la bonne boîte, c'est pas rassurant. Et au niveau des avis, c'est hyper important après avoir revendiqué sa page, de modérer ses avis. Tu vas modérer les avis positifs pour remercier les gens, c'est chouette, c'est sympa aussi. Mais tu vas aussi modérer les avis négatifs. Et tu vas les modérer pourquoi ? Parce que tu vas faire comprendre à tes futurs collaborateurs qui aimeraient s'exprimer sur ces plateformes-là que finalement, ta page entreprise, c'est ton territoire en tant qu'employeur. Bien sûr. Ils ont la possibilité de s'exprimer, tout à fait, mais ça reste ton territoire en tant qu'employeur. Oui, et tu leur répondras. Ouais. Tu leur répondras. Et en fait, montrer qu'il y a une présence, que tu passes régulièrement, que tu modères, et ça va calmer les avis les plus virulents. Parce que les personnes n'ont pas envie d'être retrouvées, n'ont pas envie d'être mis face à éventuellement certaines contradictions. Donc c'est important de faire de la modération régulièrement là-dessus et montrer qu'on est présent. Après, dans les techniques pour modérer, c'est globalement... Oui, il y en a plein. Il y en a plein, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais déjà, juste un conseil, ne jamais s'excuser là-dessus. Parce que s'excuser, c'est reconnaître une faute et ce n'est pas l'objectif. Chaque cas est particulier. Et c'est de laisser toujours une porte de sortie à la personne pour pouvoir poursuivre la discussion en privé. Le manager, le service RH, généralement, ils les connaissent puisqu'ils y ont travaillé. Voilà. Ok, donc du coup là, tu as identifié en tant qu'employeur quand tu fais ça, ce qu'on disait de toi sur les réseaux. Quand toi, du coup, tu veux prendre la main sur la marque employeur, c'est là où du coup, c'est à toi de diffuser différentes choses. Comment tu fais pour communiquer ta marque employeur en tant qu'entreprise ? Et après, il faut communiquer. Donc pour communiquer, il faut créer des supports de communication, activer des campagnes. Enfin, tu rentres vraiment dans ce travail-là. Je ne vais pas forcément m'étendre énormément là-dessus parce que tu as plein de sites sur Internet qui t'expliquent comment faire un post LinkedIn, comme tu le disais tout à l'heure en rigolant. Enfin, ce genre de choses, il y a pas mal de contenu. Ouais. Et c'est hyper dépendant finalement aussi de l'entreprise. C'est quoi ton public cible, c'est quoi ton territoire géographique, quel média serait le plus utile, quel job board il vaut mieux utiliser. Donc après, voilà, tu rentres vraiment dans du cas par cas. Mais tu as quelques tendances ces derniers temps que je vois se développer et que je trouve assez intéressantes. C'est l'idée que tout média, finalement, tout canal, peut être un canal de marque employeur. Okay. Finalement, tu peux communiquer des offres d'emploi, tu peux communiquer sur ta marque employeur sur tout type de canal. C'est comme la publicité ciblée, programmatique, tu vois. Qui te suit partout. Tu te balades sur Marmiton, tu te balades sur l'équipe, tu te balades sur des sites et tout d'un coup, tu vois une offre d'emploi en lien avec ton métier parce que tu as été catalogué comme exerçant dans telle catégorie de profession. Voilà. Donc, c'est des choses que tu vois. Tu as l'intérimaire Proman, par exemple, qui a fait des choses un peu originales aussi. Alors, c'est plus pour faire parler de soi, je pense, et surfer sur un côté buzz. Ça fonctionne aussi. Mais ils se sont essayés sur Tinder. Ils ont mis des annonces emploi sur Tinder en disant est-ce que ce ne serait pas ton match, ton job, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Ils se sont aussi essayés sur Waze. Globalement, quand tu vas sur Waze, tu fais ton trajet. Finalement, si tu vois des offres d'emploi sur ton temps de trajet, pourquoi pas réduire mon temps de trajet finalement pour un job équivalent sur certains métiers ? Ça te pose la question, tu es curieux, tu vas les regarder. Bien sûr. Voilà, donc tu as pas mal de choses comme ça. Il y en a qui s'essayent même sur Twitch, de plus en plus. Tu en as qui ont intégré les salons Discord. Enfin, aujourd'hui, beaucoup de canaux
traditionnellement pas dédiés au recrutement à un marque employeur le sont de plus en plus. Donc là, ton conseil principal là-dessus, c'est justement de, un, identifier du coup les différentes cibles que tu vas aller toucher, et deux, changer les canaux. Et d'ailleurs, au final, ton communication, elle sera différente en fonction des canaux, ce qui est aussi logique. Tu vas aller chercher les mêmes personnes sur Twitch, sur Tinder, sur Indeed, et je sais pas, sur le site de l'APEC. Ça va pas être les mêmes personas que tu vas aller cibler, quoi. C'est ça, okay. Exactement. Et dans les autres tendances, il y en a une qui revient pas mal, c'est aussi les anciens supports qu'on voyait plus trop, les prints, finalement. Ouais. Moi, j'avais vu ça quand je faisais une formation à Vélizy. Je mangeais au restaurant le soir. Et sur les sets de table, il y avait les offres d'emploi du quartier. Tu vois, dans les boîtes qui avaient leur siège à côté, tu avais les offres d'emploi. Bah, finalement, oui, parce que tous les collaborateurs viennent manger dans les mêmes restaurants. Du coup, ils sont aussi... tu vois les offres, en fait. C'est comme le sac à la boulangerie, le sac papier. Tu vois, dans certains territoires, dans certaines communes, ça peut bien fonctionner. Tu en as plein. Tu as les abris, tout ce qui va être bus, aussi affichage sur bus, ça revient beaucoup. L'UMM à Valence fait ça, par exemple, de plus en plus. Et puis tu as Clemcy aussi, je crois que c'est Mulhouse ou Strasbourg qui l'a fait. C'est vraiment des opérations qui se redéveloppent beaucoup ces dernières années, depuis la pandémie. Finalement. Oui, logique. Il y a un côté un peu trop digital aussi, tu le digital, et les gens des fois sont contents de revenir à des choses un peu plus tradies, mais c'est logique en fait, ça marche toujours. Et comme tu dis, le bus, en fonction aussi du job que tu vas aller viser, et de la cible, ça marche super bien en fait. T'as des cibles qui vont adorer le format print. Typiquement, regarde, admettons, je sais pas, tu voudrais cibler des gens qui sont très très seniors, qui n'ont pas accès à internet du tout, dans pleine campagne isolée, quelque part, disons en pleine diagonale du vide. Du coup, tu iras pas faire de la programmatique, tu feras vraiment limite, tu feras du porte-à-porte, tu vois, dans ta marque employeur. Bon, je sais pas s'il y a des boîtes qui ont déjà fait ça serait un peu creepy peut-être. Ouais, du porte-à-porte, je sais pas. Après, c'est se poser dans les lieux de passage. Voilà. Exactement. Et donc, du coup, les bus, c'est une très bonne idée. Les gares, les restaurants, tu disais à Vélizy, c'est une très bonne idée aussi. Est-ce que tu as des exemples de très très bonnes marques employeurs pour toi, de promesses employeurs bien communiquées, et d'autres qui, pour le coup, le sont pas du tout ou pas trop? Ouais, alors. Tu peux ne pas donner les noms si tu veux, c'est un mauvais exemple, évidemment. Non, là, pour le coup, tu vois, c'est pas des clients, donc j'ai pas de souci. Okay. Je peux donner le nom. C'est une boîte qui. En fait, quand tu prends l'autoroute au sud de Lyon sur la 6, tu as un énorme site logistique de CDPC & Co. Et ils ont fait une énorme banderole sur leur plateforme logistique, donc qui est hyper visible depuis l'autoroute, où c'est écrit on recrute en énorme. Okay. Tu peux vraiment pas la rater. Je crois que c'est la plus grande banderole recrutement que j'ai jamais vue, clairement. Et tu as un lien vers, tu as un site internet, je crois que c'est 10camions.com, quelque chose comme ça. C'est un lien court qui n'est pas le lien du site, mais qui rentre derrière. Et en fin de compte, quand tu arrives dessus, c'est écrit en énorme on envoie du lourd. Ils recrutent des conducteurs poids lourds, donc du coup, le 10 camions avec le petit jeu de mots, le on envoie du lourd quand tu arrives, c'est adapté justement à la cible que tu recrutes. Trop bien. Et derrière, le on envoie du lourd, pourquoi ? Parce qu'ils te listent la totalité des avantages finalement à rejoindre l'entreprise d'un point de vue financier. Donc, tu as une prime, je crois, de 6 000 € par an. Tu as le remboursement des frais engagés par le conducteur qui sont remboursés de manière hebdomadaire et pas mensuelle. Donc, c'est un avantage aussi pour eux. Tu as du vrai détail sur quel type de camion est-ce qu'ils utilisaient, les fonctionnalités qu'ils vont avoir dedans puisqu'ils y passent leur vie. Tu as aussi le rachat de l'ancienneté de l'employeur précédent, typiquement, ce qui n'est pas proposé forcément partout. Et tu peux avoir des demi-journées d'absence, entre guillemets, offertes. Voilà. Et du coup, ils te lisent vraiment tous les avantages. Et quand tu lis tout ça, tu te dis... Ok, ils envoient vraiment du lourd. Voilà, ils envoient du lourd. Et si moi, je suis conducteur poids lourd et que ça ne se passe pas bien actuellement avec mon employeur, je pourrais te tenter de fouiller un petit peu le sujet plus loin. Et en fait, quand tu vas fouiller, tu as les portraits des différents ambassadeurs qui sont mis en avant sur tous les métiers différents. Et les ambassadeurs te reprennent également en avant les différents éléments différenciants qui ont été mis... Et en fin de compte, voilà, tu retrouves un peu toute cette structure-là. Je ne sais pas quelle est l'agence qui a bossé avec eux derrière, mais en tout cas, le boulot, moi, je trouve que c'est bien fait, quoi. Trop bien, donc en effet, super bon exemple qui marche très bien parce que du coup c'est bien ciblé, c'est efficace, ça dit tout ce qu'on veut voir en tant que... Et typiquement sur des métiers où du coup tu veux d'abord les avantages, ensuite le reste. Tu n'auras pas une quête de sens mais si je faisais un truc écologique ou autre, non, quand tu conduis des camions... Ils les ont, mais c'est pas sur la même page, c'est en deuxième lecture. Exactement, parce qu'ils ont que tu auras après. Ce public-là, c'est pas sa première demande. Ça peut l'intéresser. Dans une deuxième lecture, tu reçois les infos. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est ce petit ajustement toujours 100%. Ok, est-ce que tu aurais des exemples du coup de... Vas-y, dis-moi. Ouais, globalement, si dans la catégorie choses à pas faire, c'est répliquer des choses qui fonctionnent ailleurs, mais pas forcément chez toi. Et là, j'ai l'exemple d'une personne qui était présente sur un séminaire que j'avais animé. Donc, j'ai pas eu plus d'infos que ça, mais j'ai discuté avec elle, où elle m'expliquait qu'ils avaient mis en place un super site sur lequel ils avaient mis une mascotte qui était un bulldog français. Le site, il était rose, un peu pinky, quoi, tu vois. Et du coup,
visuellement, c'était super, c'était bien fait, les messages étaient clairs, enfin, je veux dire, le boulot était bien fait. Sauf que finalement, ce chien posait problème en interne parce qu'il n'y avait pas de chien dans l'entreprise, il n'y avait pas de lien avec ce chien, justement, et que Ok. les collaborateurs, quand ils ont vu le chien apparaître sur le site de leur boîte, finalement, parce que c'est un élément d'identité pour l'entreprise, Bien sûr. à partir de ce moment-là, bah, en fait, n'avaient pas le droit, s'ils le souhaitaient, de ramener leur chien au travail non plus. Donc, en fin de compte, il y avait vraiment pas de lien entre le chien et le reste. Ok. Donc, ça a créé Trop bizarre. un peu de frustration, un peu d'incompréhension de la part des collaborateurs. C'est devenu aussi un petit élément de blague entre eux. Et bah, finalement, ils refont le site. Ils vont refaire un site avec une autre identité graphique derrière. Ok. Mais voilà, Ouais, ça a pas pris. c'est pas parce que c'est fun, c'est dans l'air du temps, c'est tendance, que ça va forcément marcher chez toi. Ok, ouais, je comprends. Du coup, ouais, c'est pas dingue de juste faire du copier-coller. Ça, tu pourrais le dire pareil hein, pour les annonces. C'est pas parce qu'une annonce marche dans une autre boîte qu'elle marchera pour toi. Ça peut être pareil pour une méthode d'entretien, etc., etc. Tu vois, c'est un peu la mode. Ah, j'ai vu qu'on faisait des méthodes d'entretien, je sais pas, à l'aveugle, je vais faire la même chose. Oui, mais non, c'est pas parce que tu vois un truc cool que ça marchera chez toi. C'est ça. Ok, très cool. Les Est-ce que templates ont leurs limites. Ouais, exactement. Tu peux t'en inspirer, mais jamais du coup, en effet, le faire juste comme ça, quoi. Et surtout, en fait, demander d'abord aux gens qui sont la cible, donc soit tes salariés, soit du coup les gens à l'externe qui sont les candidats et candidates, ce qu'ils en pensent. S'ils te disent ah non, moi je suis pas fan, bah on fait pas. Est-ce que du coup, tu aurais une dernière méthode avant qu'on parle d'autre chose sur comment du coup tu pourrais un peu une astuce qui fait que ta marque employeur resterait plus forte si elle est partagée non pas par toi, mais par quelqu'un d'autre. Je sais pas. Je te lance une perche Je sais, logique. je sais pas du tout. Qui c'est qu'on pourrait utiliser en Bah, si c'est pas interne? l'entreprise, ça pourrait être qui tu penses? Il y a qui dans l'entreprise? C'est bizarre, hein, je vois pas. Le comité de direction? Non. Pas les collaborateurs quand même. Bah, on va quand même pas les laisser parler de marque employeur. Non, Oh. ça serait une mauvaise idée. Et si ce serait une bonne idée finalement? Non, ouais, bien sûr, les collaborateurs ambassadeurs, c'est un vrai levier qui se développe depuis déjà un certain nombre d'années. Hein. C'est pas tout nouveau, mais qui monte en puissance de plus en plus. Et c'est Charlène que tu as accueilli sur le podcast qui en fait un gros de ces sujets Ouais. également. Et je crois qu'elle parle pendant 40 minutes du sujet, donc si on a que ça intéresse, ils pourront largement les creuser. Et je les invite parce qu'il est vraiment très très sympa comme podcast. Globalement, les collaborateurs ambassadeurs, ça existe depuis un certain temps. Et ça a commencé avec ces BNP Paribas et Deloitte qui ont commencé à afficher le visage des recruteurs sur le site, finalement, recrutement. Et c'était déjà une avancée parce que l'idée, c'est à une époque où, pour pouvoir contacter ton futur employeur, tu passais par le numéro de standard et recrutement@nomdedomaine.com. Et le standard, souvent, était bien briefé pour pas passer les candidats aux recruteurs, parce qu'ils avaient autre chose à faire quand même. Voilà. Donc, on était à un autre temps, mais on était dans les années 2011-2012. On commençait déjà à afficher les photos. Puis ensuite, le nom de famille, la ligne directe, le lien vers le profil LinkedIn du recruteur. Et on a commencé à valoriser justement ces personnes. Et ensuite, on a eu la valorisation aussi des collaborateurs, notamment avec des plateformes comme Passmotion. Je ne sais pas si tu connais, si ça te parle. Non. L'idée, c'est c'est y mettre en place une sorte de forum épinglé sur le site carrière où des candidats peuvent directement poser des questions très techniques, très pointues sur les métiers exercés par les collaborateurs ambassadeurs qui eux répondent. Ça crée une banque de réponses. Après, du coup, ces collaborateurs ont du temps dédié pour pouvoir répondre. Mais ça permet vraiment aux candidats, finalement, de passer de l'autre côté de la vitrine pour échanger avec des collaborateurs, pour mieux comprendre les métiers. Et Orange et la SNCF, notamment, ont mis ça en place à partir de l'année 2014. Donc, c'était vraiment innovant, pour le coup, comme mise en place de programmes ambassadeurs sur site carrière. Ouais, trop bien. Donc, donc bon exemple de sur le site carrière. Après, est-ce que tu peux les faire aussi prendre la parole sur les réseaux ou c'est une mauvaise idée? Non, c'est une très bonne idée aussi. C'est mieux quand on les accompagne un petit peu. Mais en soi, c'est une bonne idée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'employé advocacy, finalement. Et l'employé advocacy, c'est cette méthodologie de programme ambassadeur qu'on va aller un peu industrialiser, finalement, sur les différents réseaux sociaux. Donc, pour ça, en gros, à quoi ça sert finalement d'aller travailler son employé advocacy? Il y a quelques chiffres qui sont assez connus et qui sont hyper parlants. Enfin, où on te dit qu'un collaborateur à contenu et à message équivalent aura 24 fois plus d'engagement sur son poste que si c'est la page entreprise qui dit la même chose. Pour moi, 24 fois, c'est énorme. Je ne remets pas en question le chiffre, ça me paraît fou, mais j'aurais vu... Même si c'est 4 fois, j'ai envie de dire, on s'en fiche, c'est intéressant d'y aller, pour le coup. Donc, tu as celui-là. Et l'autre chiffre qui est hyper parlant, c'est que si on prend la totalité de l'audience des collaborateurs d'une entreprise, donc si on accumule le réseau de tous les collaborateurs d'une boîte, eh ben, il est globalement 10 fois supérieur, selon LinkedIn et Cisco, à celui de ta page entreprise. Bien sûr. Donc en fait, quand tes collaborateurs communiquent sur les mêmes messages que toi avec leurs propres mots, 24 fois plus d'engagement et tu touches 10 fois plus de personnes.
Ok, tu peux faire 240 fois en termes d'impact si tu fais une sorte de mathématique Voilà. chelou. Voilà, Ok. c'est ça. Donc, Et alors après, dans les chiffres exacts, je ne sais pas exactement, on dit entre 20 et 40%, ça dépend des études, mais globalement, il y aurait entre 20 et 40% de collaborateurs qui seraient naturellement ambassadeurs de leur entreprise. Donc c'est pas négligeable. Sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Sans qu'on leur demande quoi que ce soit, ils vont Trop recommander bien. leur boîte sur plein de sujets. Ok. Ça ne veut pas dire que les autres sont désengagés, ça veut juste dire qu'ils ne le feront pas naturellement, et c'est pas grave. Il faut que ce soit volontaire. Mais il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui ne travaillent pas sur cet axe-là. Il y a à peu près que 10% des entreprises qui ont conscience de ça et qui mettent en place des programmes structurés. Donc il y a un gros levier pour plein de boîtes là-dessus, clairement. Ok. Et tu as des exemples de boîtes qui font ça vraiment très bien, ce genre de programme, ambassadeur? Ouais, il y en a une que j'ai découvert il y a déjà pas mal de temps qui est Colas, Ok. qui est top. Et en fait, ils avaient créé un programme d'employé advocacy à 3 niveaux. Tout en haut, tu avais un programme dédié au CODIR qui s'appelait VIP. Ok. Et ils partaient du principe que finalement, les dirigeants de la boîte, enfin les comités de direction, n'avaient pas le temps pour partager sur les réseaux sociaux, ne maîtrisaient pas les codes, mais par contre, ils avaient une super aura qui était sous-exploitée. Bien sûr. Bah, du coup, dans ce cas-là, c'est la sous-traitance. Ok, C'est- donc tu prends des ghostwriters, du coup, c'est ça? Ouais, ça peut être un ghostwriter en externalisé, Ouais. mais eux ont fait surtout le choix de garder ça en interne parce qu'il faut quand même avoir une connaissance pointue du sujet, des métiers. Enfin, le ghostwriter externalisé, s'il n'est pas spécialiste du métier, ça peut vite devenir Un post classique, un, un template. un template. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Et du coup, eux, ils les ont Ok. confiés au service com qui s'occupait de produire le contenu. Tu avais juste une validation, mais du coup, ils profitaient de cette aura-là. Ensuite, tu avais un deuxième niveau qui était dédié aux managers opérationnels, qui étaient selon eux les meilleurs ambassadeurs naturels de la boîte. Et des gens qui avaient évolué en fait en interne et qui du coup avaient un fort niveau d'attachement. Et ces personnes-là, ils ont mis en place des programmes de formation et ils les ont formés à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Ils ont mis en place une charte de réseaux sociaux et ils les ont accompagnés Ok. de manière à ce qu'ils soient rapidement autonomes sur la prise de parole. Et ça marchait très très bien. Au début, ils avaient imaginé que les meilleurs ambassadeurs seraient les jeunes de la boîte. Grosse erreur. C'est pas le cas du tout. Il faut vraiment créer l'attachement préalable souvent. C'est ça qui fonctionne. Donc vraiment là, tu passes par la formation. Enfin, moi j'ai eu l'occasion d'en accompagner certains. Enfin, des programmes comme ça, c'est hyper puissant. Le seul conseil que je donne, c'est si vous prenez des formations pour former vos ambassadeurs à l'utilisation des médias sociaux, derrière, assurez un suivi. Souvent, le risque, c'est que c'est cool, on a formé les gens, mais derrière, si le programme ne vit pas en interne, ça retombe. Ouais, Donc ça, c'est un gros sujet. Ok. Et troisième niveau, c'est pour tous les collaborateurs qui souhaiteraient prendre la parole, mais qui n'ont pas forcément envie de s'investir sur la thématique des réseaux sociaux, mais juste être, entre guillemets, relais, faire un effort contributif. C'est une plateforme de partage social qu'ils ont créée. Enfin, qu'ils utilisent. Alors, je ne sais plus si c'est Sociable, il y a Elevate, il y en a plusieurs. Ouais. Et là, c'est les équipes RH et les équipes com qui font de la curation de contenu. Donc, ils sélectionnent des contenus sur lesquels ils ont envie de communiquer. Et en fait, il y a une sorte de bulle où il y a une dizaine, quinzaine de contenus par mois. Et là, c'est globalement, vous pouvez repartager ces contenus-là en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil, Ouais, c'est volontaire, testé et approuvé, il n'y a aucun risque, allez-y. Et derrière, il y a un petit système de gamification, justement, où tu peux gagner des points, qui font vivre un petit peu le programme. Donc ça, c'est une méthodologie que je trouve qui fonctionne plutôt bien. Dans la catégorie programme qui marche hyper bien aussi, je trouve, que je trouve hyper pertinent, c'est celui d'Adecco, qui a créé un programme dédié à l'offboarding. Finalement, les collaborateurs qui étaient top chez toi, donc qui aux s'en vont, alumni, aux anciens. un alumni, justement, des collaborateurs Adecco, ils s'en vont, tu aurais bien aimé les garder, mais en fait, tu les gardes dans un programme et tu leur proposes du contenu régulièrement sous format newsletter. Tu leur parles des ouvertures de postes régulièrement aussi en interne. Tu vas justement leur proposer peut-être 1 ou 2 événements avec des conférences spécifiques dans l'année. Ils proposent même pas des jobs, mais des stages aux enfants de ces personnes-là, si elles le souhaitent. Enfin, c'est un tapis rouge finalement, mais pas à l'entrée, à la sortie. C'est assez génial. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que les personnes qui quittaient souvent le groupe, c'était parce qu'il y avait une mésentente potentiellement avec l'équipe ou avec le manager, mais que ça venait pas de l'entreprise en elle-même. C'était pas forcément une rancœur vis-à-vis de l'employeur, et ou une mobilité qui mettait vraiment du temps à arriver. Donc finalement, les gens partent ailleurs, mais on garde le contact parce qu'ils pourraient revenir sur un autre poste, dans une autre équipe, et ça pourrait très bien se passer. Et j'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'ils font un volume de recrutement, de réembauche qui est quand même intéressant. Fameux salarié boomerang. Fameux salarié boomerang, qui est assez intéressant. Ok, trop chouette. Et dans le cas vraiment de l'exemple qu'il ne faut pas suivre, c'est celui d'Amazon, qu'on entend assez régulièrement. Mais là, pour le coup, c'est aux États-Unis, c'est pas en France. Les conditions de travail ont été décriées sur Twitter, où les salariés étaient entre guillemets obligés de devoir uriner dans des bouteilles
parce que les cadences faisaient que s'ils prenaient une pause pour aller aux toilettes, ils ne rempliraient pas leurs objectifs. Enfin voilà, des choses comme ça. Et pour redorer leur image, ils ont mis en place un programme ambassadeur sur Twitter où ils ont incité les personnes à aller vanter la qualité des conditions de travail et la qualité des salaires qui étaient proposés par Amazon. Sans les modifier. Voilà. Ok. Et du coup, ils se sont retrouvés avec une petite armée d'ambassadeurs avec des messages très proches les uns des autres. Et en fait, qu'on s'est rendu compte que ces personnes-là étaient indirectement rémunérées pour pousser cette information-là Wow. en bon d'achat, en journée de récupération. Voilà. Donc finalement, l'authenticité derrière, elle n'est pas là. Et bah, typiquement, c'est comment faire un bad buzz sur un bad buzz. Donc Quelle angoisse. faire attention à ça et se souvenir que l'ambassadorat doit être avant tout volontaire. Ok, trop intéressant. Tu nous as dit plein de choses sur comment on pouvait faire du coup la marque employeur à l'externe. Tu as parlé de comment du coup ça a une réputation avec un système de veille. Comment est-ce que du coup on pouvait aller voir ce qui s'est dit sur Glassdoor et autres et se dire oh voilà j'ai plein de mauvaises étoiles. Et tu nous as dit surtout comment est-ce qu'on pouvait communiquer notre marque employeur à l'externe et surtout soit le faire nous directement, mais encore mieux faire une communication via les ambassadeurs et ambassadrices qui sont nos salariés, qui souvent parlent mieux de la boîte ou en tout cas ont et plus d'impact et plus d'audience. Hyper intéressant tout ce que tu as dit sur ce sujet-là. Et quand on s'est préparé le sujet, tu m'as dit que tu aimerais bien parler de la gamification à la fin, notamment appliquée au recrutement à la marque employeur. La gamification, pour rappel, c'est tu prends les techniques des jeux vidéo, tu les appliques à tout et n'importe quoi, une application, un process que tu veux. Est-ce que tu peux nous parler très brièvement de la gamification et comment tu peux l'appliquer au recrutement et à la marque employeur? Ouais, alors la gamification, je ne suis pas du tout un expert du sujet. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, j'aime bien ça. Et j'ai eu l'occasion de l'expérimenter à quelques étapes de ma carrière professionnelle. Donc en gros, voilà, la gamification, c'est comme tu le dis, c'est la réintégration des éléments et des mécanismes du jeu appliqués à un processus, à une application, ainsi de suite. Celle que tu connais, que tout le monde connaît, qui nous écoutera, c'est par exemple sur LinkedIn, quand tu veux compléter ton profil, tu as une petite barre de progression qui va jusqu'à le badge expert absolu parce que tu as rempli tous les blocs d'un bon profil LinkedIn, par exemple. Ça, c'est un des éléments. La classe. Tu as aussi des applications, par exemple, quand tu prends un train à la SNCF, ça te dit combien tu as économisé en carbone par rapport à un avion. Enfin, plein d'éléments comme ça de gamification. Ouais, il y a c'est des badges, des barres de progrès, des boss finaux, il y a plein de... Enfin, vraiment comme les mécanismes de jeu, mais juste dans la Je crois que tu as quasiment une centaine d'éléments de gamification que tu peux réintégrer. Après, c'est choisir les bons éléments par rapport à ton besoin. Et tu as des experts là-dessus. D'ailleurs, il y en a un que je suis beaucoup qui s'appelle Alexandre Duhart et Michael Bureau, je crois, qui sont deux personnes top là-dessus, qui font beaucoup de contenu YouTube, ils ont un Slack dédié, ils ont créé un livre. Enfin, c'est vraiment très intéressant à suivre pour ceux qui sont intéressés. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est de réintégrer cette gamification en RH. Pourquoi ? Parce que la gamification, c'est un super levier en matière d'engagement. Et en RH, en recrutement, en marque employeur, en intégration, l'engagement, c'est crucial. Donc du coup, je pense qu'il y a vraiment des choses à aller creuser de ce côté-là, tu vois. Est-ce que tu aurais des exemples de choses que tu aurais par exemple mises en place et exemples qui par contre sur la marque employeur, tu te dirais ça serait trop bien que ça existe? En exemple de ce que j'avais pu expérimenter, moi c'était dans mon ancienne structure chez RMS Touch. On recrutait sur Challenge, donc on s'était complètement déconnecté du CV, de la lettre de motivation, et l'idée c'était qu'on va recruter sur la mise en situation. Mais cette mise en situation, il faudrait qu'on la fasse de manière un petit peu ludique pour que les gens aient envie aussi de prendre 1 heure de leur temps pour répondre à différents défis en guise de candidature. Et finalement, ça a plutôt bien marché. Donc, j'avais une annonce qui était assez punchy visuellement et dans le ton. Enfin, j'avais fait un truc sympa. Et à la fin, j'expliquais que pour candidater, il y avait 4 défis à relever. Et le premier défi, c'était de retrouver mon adresse email. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet du travail, c'était viens jouer un peu, viens retrouver l'adresse email de Valère. C'est à lui qu'il va falloir envoyer ta candidature derrière. J'avais caché mon adresse email. C'était pas compliqué. Tu vas sur mon profil LinkedIn, tu la trouves facilement. Tu cliquais sur l'annonce. Quand tu cliquais sur ma photo, ça ouvrait un email, c'était un mail tout, tu vois. Enfin, globalement, c'était pas très compliqué, mais du coup, tu avais un peu ce côté déjà joueur qui faisait intégralement partie de la culture d'entreprise. Élément hyper important, si tu veux gamifier des choses, il faut que ça fasse partie de la culture d'entreprise, sinon les gens ne vont pas comprendre. Clairement. Et du coup, ça ne va pas prendre. Et du coup, voilà, différents défis pour pouvoir recruter. Il fallait rédiger des posts pour les réseaux sociaux parce que c'était un post en communication et en marketing digital, imaginer une opération de communication innovante pour faire connaître notre événement, enfin des choses assez actionnables comme ça, et les retours étaient globalement bons. Sur ce type d'opération, j'avais 12 candidatures, tu vois, pour un poste de stagiaire de fin d'études là-dessus. C'est pas beaucoup, 12. Enfin, mais super qualifiés du coup, parce qu'ils ont pris le temps de jouer, quoi. Il y en a 6 qui m'ont quand même envoyé un CV, une lettre de motivation. Mais bon, j'ai pas eu 80 candidatures non plus. Ouais, tu peux leur en vouloir. Il y en a quand même 6 qui n'ont pas lu l'annonce, voilà, ce qu'on appelle le spam. Et par contre, sur les 6, j'ai eu 3 candidatures exceptionnelles. Si j'avais pu, j'aurais recruté les 3. Et en fait, en faisant ça, tu perds un petit peu de temps
c'est pas perdre, mais tu prends un peu de temps pour choisir tes modalités de candidature. Ouais. Tu sais déjà ce que tu vas évaluer. Et finalement, tu gagnes du temps derrière parce que tu vas pas faire du tri de CV et de la démotivation. Tu vas vraiment échanger avec tes candidats et débriefer finalement les épreuves qu'ils ont faites pour aller plus loin avec eux, voir ce qui leur a plu, éventuellement comment est-ce qu'ils peuvent se projeter derrière sur la culture d'entreprise, les modes de fonctionnement qui étaient assez atypiques parce qu'on était déjà en 100% télétravail depuis 2014. Voilà, donc des choses un peu comme ça. Mais très efficace. Ouais. Et t'en as qui se prennent au jeu, c'est assez impressionnant. Moi, j'avais une candidate qui m'avait complètement fait du roleplay entre son futur job de stagiaire chez nous avec tout l'environnement de l'univers Marvel. Ok. À l'époque où je n'avais jamais vu un Marvel de ma vie. Donc je n'ai rien compris, mais j'ai trouvé ça génial. Oui. Voilà, du coup, elle m'explique en entretien. Enfin, j'ai compris, mais voilà. Donc, et il y en a qui se prennent vraiment au jeu comme ça. Et, ils t'expliquent tous que, en fait, ils ont passé un bon moment en faisant leur candidature parce qu'en fait, ils ont découvert des choses et ils ont réalisé qu'ils étaient capables de faire des trucs qu'ils n'avaient pas fait avant non plus. Donc finalement, il y a un peu du gagnant-gagnant. Par contre, si tu fais ça, il faut vraiment prendre le temps de débriefer derrière. Il faut que ton candidat il ressorte avec une valeur et un retour sur le travail qu'il t'a produit. Si c'est juste corriger et rencontrer les 2-3 et laisser les autres sans rien, je trouve que c'est pas top en termes d'expérience candidat. Ok. Et comment tu pourrais appliquer ça, tu penses, à la marque employeur du coup? Enfin là, du coup, c'est une partie de marque employeur, hein, ce que tu as fait là, au final, parce que du coup, tu crées une expérience qui est forte. Tu parlais d'expérience tout à l'heure, expérience candidat, expérience utilisateur. Là, du coup, comment tu pourrais appliquer ça à une communication de la marque employeur, par exemple? Sur une communication de marque employeur, je peux avoir des exemples sur la partie intégration, éventuellement. Sur la partie communication de la marque employeur, je pense que ça peut bien marcher avec les programmes ambassadeurs aussi, concrètement. Tu vois. Comment tu pourrais faire ça du coup? Genre tu fais une sorte de leaderboard de classement des meilleurs ambassadeurs Il y en a qui le font. Ouais. Il y en a qui le font, qui mettent en place des badges internes dans l'entreprise, qui vont aller comptabiliser. Je suis un peu moins fan personnellement parce que je trouve que ça vient dénaturer la nature des programmes, mais qui vont aller comptabiliser justement le total d'impressions fait par la totalité des postes de chaque ambassadeur avec des classements qui sont refaits à la fin du mois pour mettre des positions. Pourquoi pas? Quand tu as une culture d'entreprise qui est vraiment basée sur l'affirmation de soi, ok. Si c'est pas le cas, ça va gêner, ça peut coincer. Il faut vraiment que ce soit adapté à la culture d'entreprise. Mais globalement, tu as ça. Moi, je l'utilise parfois en lancement de programme ambassadeur. Donc, je t'avais expliqué que j'allais former souvent les ambassadeurs à l'utilisation des réseaux sociaux professionnels. Mais ce que je propose de plus en plus, c'est aussi d'animer des serious games dédiés vraiment au lancement de ces programmes sous forme de demi-journée ou de journée, où là, je vais avoir 30-40 personnes en équipe qui vont faire une compétition bienveillante avec une série d'épreuves durant la journée qui rapportent différents points avec un classement évolutif. Vraiment, je fais vivre le truc, c'est un moment sympa pour eux. Et en même temps, je casse tous les freins potentiels derrière à l'ambassadeur en ligne, puisqu'ils ont fait des modifications sur leur profil sans s'en rendre compte. Ils ont commencé à faire des prises de contact contextualisées en mode sympa sans s'en rendre compte également. Et surtout, ils ont fait leur premier partage de poste sans s'en rendre compte. Et ils font des trucs hyper quali parce qu'ils sont en brainstorming dans l'équipe justement et ils se lâchent en termes de créativité. Ils oublient le stress. Ils oublient le stress, tout à fait. Et ils se rendent compte qu'en fait, c'est possible, ça peut être fait hyper rapidement. Et en fait, être créatif, oser, ça paye derrière, ça fonctionne bien. Donc là-dessus, je trouve que c'est un vrai levier, le serious game, pour aller justement travailler ces points-là. Ok, trop intéressant. Donc serious game pour les ambassadeurs, ça peut super bien marcher. Est-ce que tu as une autre petite chose à rajouter sur la gamification ou est-ce qu'on peut du coup conclure cet épisode sur la marque employeur? Sur l'intégration, un dernier point sur l'intégration, je trouve que c'est un point en termes de gamification qui va beaucoup se développer dans les prochaines années. Nous, on l'avait mis en place avec l'intégration d'une ancienne collègue où en fin de compte, quand elle arrive dans l'entreprise, elle reçoit un message et c'est un jeu de pistes qui démarre. Et en fait, c'est elle qui gère sa propre intégration. Par exemple, elle doit écrire un article de blog, elle va dans WordPress, elle trouve un brouillon au nom de Sophie, et dans le brouillon, elle va retrouver dans une balise titre, par exemple, l'indice vers son étape suivante. Mais du coup, elle a découvert WordPress et elle a la consigne de son premier article à rédiger. Ensuite, elle va aller découvrir un autre outil, elle va contacter un collaborateur en interne, et on avait même intégré nos clients principaux dedans. Ça veut dire qu'elle a contacté par exemple Vincent Mattei, qui était un responsable recrutement à l'époque avec qui on travaillait. Et l'idée, c'était vraiment tu vas devoir contacter Vincent qui va t'expliquer le projet sur lequel tu vas bosser avec lui dans les prochains mois. Donc on avait vraiment intégré aussi nos parties prenantes. C'est un escape game dans le truc. Voilà, c'est un petit peu ça. Et globalement, les retours sont hyper positifs, c'est hyper sympa à mettre en place. Et pourquoi c'était important pour nous? Parce qu'on était une boîte en 100% télétravail, donc on ne se voit pas. Et il faut créer cet attachement dans les premiers jours, dans les premiers mois, alors qu'il y a cette distance qui est importante. Et du coup, ce côté joueur est hyper puissant.
Ok. Et tu penses que ça marche avec tout le monde parce que peut-être t'as des gens qui vont faire le parallèle entre gamification et juste game tout court et donc jeux vidéo et qui vont se dire ah ouais mais non moi je joue pas à des jeux vidéo. Est-ce que tout le monde peut être sensible à cette logique de gamification tu penses? La logique de gamification, je pense que tout le monde peut y être sensible. Mm, mm. Après, il faut utiliser les bons leviers, comme on le disait, en C'est fonction ça. du bon public, pour que ce soit pertinent. C'est vraiment la difficulté, elle est là. C'est Mm, mm, mm. quelle typologie de jeu pour quel public. Et sinon, après, t'en as qui avaient un peu tout essayé aller au niveau des escape games. Ça peut être pertinent. Après, ça dépend ce que tu évalues derrière. Tu vois, typiquement, escape game en recrutement. Ok, Ouais. oui, pourquoi pas. Mais l'escape game, il est basé sur quoi pour évaluer quoi et comment je réintègre ça dans ma grille d'analyse derrière, dans mon process. Finalement, comment est-ce que ça devient qualitatif et pourquoi est-ce que c'est pas juste un effet de buzz. Pour moi, le risque, il est potentiellement là, Mm. comme à une époque où tu avais des ESN qui essayaient de mettre en place des événements recrutement où on allait chasser des Pokémon en groupe et en même temps on faisait les entretiens de Ouais, c'est recrutement hyper en même bizarre. temps qu'on chassait les Pokémon. Voilà, bon bah on surfe sur une tendance, Pokémon Go à un moment était une grosse tendance, mais concrètement voilà, qu'est-ce que ça vaut derrière, je sais pas. Et t'as des boîtes qui, sans le vouloir, font des escape games parce que leurs process sont tout nuls, mais ce n'est pas le sujet du jour. Merci du coup pour toutes ces informations que tu as données, Valère, pour tous ces conseils, pour toutes ces techniques, ces exemples surtout. Tu as donné plein d'exemples, genre c'est hyper intéressant et je me dis qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter en mode ah mais ça trop cool, je peux mettre en place. Si à toi, du coup, on passe aux 3 questions que je pose à chaque invité en fin d'interview. La première question, elle est très simple, c'est un peu une sorte de résumé global de tout le podcast. Si tu as un seul conseil à donner à quelqu'un aujourd'hui qui recrute, qu'est-ce que tu lui donnerais? Ouais, alors tu demandais un seul conseil C'est recrutement, dur, hein? et moi j'ai parlé marque employeur, Ok. donc je t'en ai mis deux. Alors, ok, d'accord, t'as le droit. J'ai mis un conseil recrutement, c'est soigner l'identification du besoin. Ok. J'en ai pas parlé, Ouais. c'est plus mon métier aujourd'hui, mais pour moi c'est la base de tout le reste, c'est un peu comme la marque employeur interne. Je suis Le d'accord. travail, c'est un peu la même chose. Donc voilà. Et sinon, sur la partie vraiment marque employeur, c'est de savoir valoriser sa différence en tant qu'employeur. Donc finalement, en quoi est-ce que je me différencie vraiment des personnes qui recrutent les mêmes choses que moi? Pourquoi est-ce que je ne vais pas communiquer au même endroit, le même message, de la même manière et dire je comprends pas, ça marche pas. Ok, surtout si du coup on a un secteur très concurrentiel où il y a plein de boîtes qui font comme nous, quoi. Ouais. Notamment les ESN par exemple, il y a beaucoup de ESN. Par exemple. Deuxième question pour toi, admettons demain tu sors de Lyon et tu penses t'envoler, je sais pas, à New York et finalement en fait il y a un accident de l'avion, tu te crashes, tout le monde reste en vie, hein, je te rassure, personne ne meurt et du coup l'avion il est là, mais toi du coup pour une raison inconnue tu te réveilles sur une île déserte tout seul. Qu'est-ce que tu choisis comme contenu à dévorer seul sur ton île déserte? Ok. Alors il y a un livre que j'ai beaucoup aimé de Séverine Loureiro et Myriam Le Petit-Brière qui s'appelle Booster l'expérience collaborateur et qui est vraiment très 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 complet et qui m'a vraiment permis de me plonger dans le sujet. Pourquoi je le prendrais? Déjà parce que je ne l'ai pas fini. Je finis rarement mes bouquins. C'est un gros problème, je sais. Mais voilà, il est vraiment top. Je le conseille à toute personne qui aimerait vraiment travailler sa démarche d'expérience collaborateur. C'est didactique, c'est bien écrit. De manière générale, les livres de Séverine sont toujours très bien. Ok. Et j'en ai un deuxième, okay. parce que c'est pareil, c'est deux. Et le deuxième, c'est une newsletter anglophone c'est James Ellis, qui m'a été chaudement recommandé par Aurélien Boutodou de l'école de recrutement sur la marque employeur. Donc il y a 3 publications, je crois, par semaine, quelque chose comme ça. Il est il est très créatif comme garçon. C'est sympa, et il y a pas mal de retours d'expérience. C'est une newsletter pas comme les autres. Pour ceux qui s'intéressent à la marque employeur, il y a des choses à récupérer. Oui, il a son livre aussi qu'il a mis en open source gratuit qui s'appelle Talent Chooses You, James Ellis, à recommander parce qu'il est assez dense. Je trouve qu'il y a plein de sujets sur lesquels il pourrait aller plus loin avec plus d'exemples, mais il a le mérite d'avoir fait un livre entier de 200 pages qui met à la disposition de tout le monde. C'est en anglais par contre, donc il faut pouvoir lire en anglais ce livre-là qui est gratos, Talent Chooses You. Et troisième question pour toi, qui sera la dernière question de ce podcast. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? C'est le Balance ton Tam Tam, quelqu'un qui tu penses fait des choses vraiment chouettes et qui mérite d'être vraiment mis en avant parce qu'il a une approche différenciante en recrutement. Ouais, j'ai quelqu'un qui m'est venu en tête qui s'appelle Kayum Fan. Ok. Et que j'ai rencontré à l'époque de l'ARM Esconf. On organisait un challenge startup en partenariat avec le LabRH. Et Kayum de l'entreprise Wire avait remporté, si je ne dis pas de bêtises, le prix du jury. Okay. Et en fin de compte, il a créé une société où il va permettre à des candidats qui sont un peu éloignés de l'emploi de raconter leur histoire plutôt que de faire leur CV. Okay. Et il va demander aux entreprises de raconter leurs histoires d'entreprise aussi. Pareil, et son objectif, c'est de faire matcher des histoires plutôt que des compétences. Okay. Une fiche de poste. Indirectement, ça se retrouve. Mais finalement, c'est permettre aux candidats de se raconter à travers leur parcours pour faire émerger justement leurs compétences comportementales ou techniques qu'ils auraient pu développer de cette manière-là.
quand il y a un frein finalement ou un blocage de prime abord qui se met en place. Et c'est un très bon orateur. Il a un super pitch qui n'a pas changé depuis 6 ans. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps sur un séminaire où je l'ai fait intervenir. Et typiquement, ouais, c'est quelqu'un, éventuellement, si jamais tu as l'occasion, je crois qu'il est basé à Paris. Ok. Et il travaille beaucoup avec des centres de formation et les organismes d'insertion professionnelle. Donc ça se réfère un pas de côté finalement par rapport à des sujets très tech ou de ce genre de choses. Mais je pense qu'il a une belle vision, il a des belles choses à apporter là-dessus. Ok, trop cool. Écoute, Caillaume du coup fan, je me note et je le contacterai très sûrement, très probablement. Merci à toi Valère pour ces 3 petites réponses et au global merci pour cet épisode. T'as amené genre plein de choses et du coup je te remercie encore une fois vivement. Est-ce que t'as un mot de la fin à rajouter avant la fin de cet épisode ? Non, c'est bon. Je te remercie encore de m'avoir fait intervenir. Pas le mot de la fin. Parfait. Merci à toi et vraiment un régal d'avoir appris plein de choses pendant cet épisode de un peu plus d'1 heure. Et du coup, la semaine prochaine, on a un épisode de Little Tam Tam où on reviendra du coup sur le sujet de la marque employeur. Et je pense que du coup, comme on n'a pas abordé la partie des posts sur les réseaux sociaux qui marchent, du coup, je ferai 3 conseils pour faire des posts qui fonctionnent de marque employeur pour mettre en avant tout ce que tu viens de nous dire au long de l'épisode. Merci à toi Valère et passe une très bonne journée. Merci. À bientôt. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hey Myriam, j'ai écouté ce podcast-là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.